Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Certains d'entre vous ont probablement déjà entendu des phrases comme celle-ci. Toute infidélité ne signifie pas la fin d'une relation. En fait, vous pourriez en sortir grandi. Ou encore, la thérapie de couple peut aider à guérir. Il suffit de prendre du temps l'un pour l'autre et de communiquer. Et bien sûr, le grand classique, le pardon peut aider n'importe quelle relation à devenir plus forte. Levez la main, mentalement, si ces phrases vous sont familières. Et levez-la encore plus haut si vous les avez entendues de la bouche d'une personne vers qui vous vous êtes tourné pour de l'aide. Un thérapeute, un professionnel de la santé, ou même un conseiller spirituel. L'un des plus grands défis pour les personnes qui tentent de naviguer dans une relation avec un partenaire narcissique, ou d'en guérir, est que les approches thérapeutiques conventionnelles ne fonctionnent que très rarement pour elles. Pourquoi? Parce que, en général, le monde de la santé mentale a tendance à diagnostiquer la personne qui se présente dans le cabinet de thérapie. Ainsi, lorsqu'une personne qui subit les affres d'une relation narcissique demande de l'aide, et qu'elle décrit son anxiété, ses crises de panique, sa tristesse, son apathie ou son hypervigilance, elle est souvent celle qui reçoit un diagnostic. Si le thérapeute ne comprend pas pleinement le paysage de la manipulation, de l'antagonisme et de ce qui se passe réellement dans ces relations, la session peut vite se transformer en un « essayons de comprendre ce qui ne va pas chez vous », au lieu d'un « je suis là pour vous soutenir et vous aider à retrouver un sentiment de sécurité », tout en vous éclairant sur les schémas toxiques de cette relation. Trop souvent, les victimes ne reçoivent d'aucune éducation sur la constance et la nocivité des dynamiques relationnelles auxquelles elles sont confrontées. On ne leur apprend pas à reconnaître comment ces schémas se manifestent. Lorsque j'ai eu l'occasion de former des thérapeutes, en particulier ceux qui pratiquent la thérapie de couple, et que j'insiste sur ce point, j'obtiens souvent cette réponse. Eh bien, ces relations avec des personnes présentant des troubles de la personnalité ou du narcissisme, ce sont des exceptions. Évidemment, on ne peut pas y faire grand-chose. Cette réponse est non seulement fataliste, mais elle est aussi profondément insatisfaisante. Il doit bien y avoir un juste milieu. Un espace entre le mantra « la communication résout tout » et l'abandon total face à la situation, qui se résume à dire « votre vie est un enfer et nous ne pouvons rien faire pour vous aider ». Au minimum, une telle réponse est culpabilisante et peut laisser les victimes se sentir encore plus mal qu'à leur arrivée. Les personnes prises dans des relations narcissiques se sentent déjà isolées, prises dans une situation anormale et incompréhensible. Le sentiment de honte qui découle d'un « nous ne pouvons rien faire » ou « si vous ne partez pas, ça ne s'améliorera jamais », ne fait que multiplier la honte que ces survivants gèrent déjà au quotidien. Le narcissisme est un sujet étrangement inconfortable dans le monde de la thérapie et de la psychologie. Je pense que c'est surtout parce qu'il rend les choses compliquées. Il élimine certaines des solutions toutes faites. Une thérapie avec un client narcissique est difficile. D'autres problèmes psychiatriques, comme la dépendance ou la dépression, deviennent encore plus complexes à traiter lorsque des traits de personnalité antagonistes ou narcissiques sont présents. Lorsqu'un couple se présente en thérapie et que l'un des partenaires est narcissique, le défi est immense. Il faut un thérapeute extrêmement compétent dans la pièce. Et même ainsi, les choses peuvent mal tourner. La personne qui subit l'abus narcissique est souvent traitée comme si elle était le problème. On entend des choses comme « peut-être que parce que vous êtes toujours si anxieuse, cela met votre partenaire sur les nerfs, et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. » Les clients narcissiques peuvent se comporter de manière arrogante et exigeante avec les thérapeutes, et sont même plus susceptibles d'engager des poursuites contre eux. Certains thérapeutes choisissent donc de ne pas prendre en charge les clients narcissiques ou antagonistes, estimant qu'ils n'ont pas les compétences ou ne veulent tout simplement pas prendre le risque. Pour couronner le tout, la personnalité narcissique, son évaluation et son traitement ne sont quasiment jamais enseignés en profondeur dans les cursus universitaires de psychologie. Personne n'apprend à gérer cela au moment où il le devrait. Le problème délicat avec la santé mentale est qu'il n'y a pas de certitude absolue. Nous ne sommes jamais sûrs à 100% d'un diagnostic. Il existe rarement un traitement qui fonctionne pour tous. Il n'y a pas de test sanguin. L'histoire de chacun est différente. La culture de chacun est différente. Notre expérience du monde varie en fonction de l'endroit où nous vivons, de notre apparence, de qui nous sommes. Notre biologie est unique. Alors, quand quelqu'un prétend qu'il existe une approche universelle pour gérer un problème de santé mentale, c'est déjà un peu suspect. Pourtant, dans notre monde,
la santé mentale est aussi un marché. Et certaines approches sont vendues comme des solutions miracles. La meilleure approche pour la dépression, la meilleure façon de travailler avec les couples, la seule méthode pour guérir d'une rupture. Rien de tout cela n'est vrai. Lorsqu'une personne engagée dans une relation narcissique se tourne vers l'une de ces approches miracles, cela fonctionne rarement. Car la question des relations narcissiques est souvent l'exception qui confirme la règle dans le monde de la santé mentale. Ce qui arrive aux gens dans ces relations ne correspond pas toujours au cadre de la violence domestique ou conjugale, car dans de nombreux cas, il n'y a pas de violence physique. Cela ne correspond pas non plus au moule traditionnel du trouble de stress post-traumatique, car l'abus émotionnel n'est souvent pas officiellement considéré comme un traumatisme majeur. Personnellement, je pense que c'en est un, mais ce n'est pas l'avis dominant. Cela ne rentre pas non plus dans la case de l'addiction, même si c'est ce que ressentent les personnes liées par un lien traumatique, incapables de quitter une situation qui les détruit. Ce n'est pas un trouble obsessionnel compulsif, même si la rumination mentale de la victime peut frôler l'obsession. Les personnes qui traversent ces épreuves ne rentrent tout simplement dans aucune case diagnostique bien définie. Les thérapeutes de couple croient que les relations peuvent être améliorées par la communication. Et c'est vrai pour de très nombreuses relations. Mais probablement pas pour celles-ci, les relations narcissiques. Et pour ajouter une dernière complexité, beaucoup de personnes qui subissent un abus narcissique maintiennent les apparences dans de nombreux domaines de leur vie. Elles sont souvent de bons parents, des amis fiables, des professionnels compétents. Pendant qu'à l'intérieur, leur esprit est un tourbillon de confusion, de doute et de rumination. C'est une autre raison pour laquelle leur souffrance passe souvent inaperçue. Elles se disent « je m'en sors bien dans ma vie », mais dans cette relation précise, elles sont profondément perdues. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour une personne dans une telle relation? Cela signifie que votre cas est l'exception. Vous êtes la voiture pour laquelle le mécanicien n'a plus de pièces. Le patient atteint d'une maladie pour laquelle aucun médicament n'a encore été développé. Le cas juridique qui n'a jamais été jugé devant un tribunal. Récemment, j'écoutais une conférence où une thérapeute posait une question à une autre, qui avait développé une forme de thérapie très répandue. La question portait clairement sur un cas d'abus narcissique, manipulation, abus émotionnel, absence de responsabilité. Il n'y avait pas d'abus physique. La créatrice de la méthode de thérapie n'arrêtait pas d'expliquer comment son outil pouvait fonctionner dans n'importe quelle situation relationnelle. À chaque technique qu'elle proposait, la thérapeute qui posait la question répondait « J'ai déjà essayé ça, mais… » Finalement, la créatrice de la méthode a levé les bras au ciel et a dit « Eh bien, dans ces cas-là, avec des gens qui ont ce genre de personnalité, ça ne marche tout simplement pas. » Alors, la première thérapeute a demandé, raisonnablement, « Que suggérez-vous de faire ?» Et la femme à la méthode magique a répondu « Je ne sais pas. Nous ne travaillons pas avec ces cas-là. » Comme c'est pratique. C'est comme avoir un sac de pistaches et n'ouvrir que celles qui sont déjà entr'ouvertes, en laissant toutes les autres, bien fermées, dans le sac. C'est comme plier uniquement les draps plats et laisser les draps housses, vous savez, ceux qui sont impossibles à plier correctement, à quelqu'un d'autre. C'est peindre le milieu du mur et laisser les angles et les bords pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Il y a un traditionnalisme qui imprègne le monde de la psychologie et qui passe souvent à côté des éléments uniques de ces relations. Il est aussi difficile d'admettre que parfois, nous ne pouvons pas complètement changer une situation. Que parfois, le pardon n'est pas sain pour nous. Que parfois, des familles se déchirent et que cette séparation est en fait plus saine pour certaines des personnes impliquées. Que parfois, rompre est la meilleure solution, même si, dans d'autres cas, rompre peut être dangereux. Parfois, la personne charmante, charismatique et sympathique est aussi une personne méchante, manipulatrice, critique et dévalorisante. À bien des égards, les relations narcissiques défient ce que nous croyons savoir sur les gens et le comportement humain. C'est pourquoi les personnes prises au piège dans ces relations doutent d'elles-mêmes, se remettent en question, se sentent comme de mauvaises personnes et luttent pour trouver l'aide dont elles ont besoin. Être l'exception est une situation terrible. Les gens peuvent être blâmés et culpabilisés pendant des années par les systèmes de soins. On leur dit qu'ils ne communiquent pas bien, on leur demande d'assumer plus de responsabilités, on les réprimande pour avoir utilisé le mot « narcissique », on leur demande s'ils n'en demandent pas trop, on leur dit de pardonner. Et pendant ce temps, leur expérience n'est tout simplement pas validée. Oui,
Cela demande un changement de paradigme. Mais les changements de paradigme sont une bonne chose. Guérir de ces relations ne peut pas se faire seul. Une personne a besoin de soutien, mais les personnes qui la soutiennent doivent comprendre la nature du problème. Bien sûr, les relations narcissiques sont une exception. Ce n'est pas tout le monde. Peut-être une personne sur 10, une sur 9. Mais lorsque vous le vivez, c'est une douleur unique. Et être traité simplement comme l'exception pour laquelle on ne sait que faire ne fait qu'ajouter plus d'invalidation à une situation qui semble déjà assez désespérée. Si cette réflexion a résonné en vous ou vous a permis de mieux comprendre une situation complexe, n'hésitez pas à la partager. La connaissance est le premier pas vers la guérison et la liberté. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la psyché humaine.